Bon, en période de crise, il faut mieux focaliser ses ressources sur de la performance. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Quel est ton levier? Je suis désolé par avance pour un petit désagrément parce qu'il y a des travaux de l'autre côté de la rue, mais ça ne nous empêchera pas de profiter de cet épisode. Donc je reçois aujourd'hui Raphaël Dardec qui est le directeur marketing d'une entreprise qui s'appelle Le Collectionniste. Hello Raphaël, donc tu es le CMO de Le Collectionniste. C'est un service, une plateforme de réservation de lieux de luxe. Vous avez fait beaucoup de bruit récemment parce que vous avez relevé un tour de financement. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et présenter Le Collectionniste? Ouais. Bonjour et merci de m'accueillir. En effet, on a fait une belle levée récemment. Donc moi, comme tu l'as dit, je suis CMO du Collectionniste. Comme aussi tu l'as dit, on a une activité historique qui est de la réservation, de la location de lieux saisonniers, on va dire assez haut de gamme, à savoir villas et chalets de luxe dans des localisations comme le sud de la France, comme Saint-Trope, ou plus dans l'ouest avec le Cap Ferret. On est très spécialisé en Europe aussi, donc avec l'Espagne, la Suisse, Grèce, Italie. Et là, on se diversifie beaucoup dans les autres destinations, comme l'Afrique du Sud, le Mexique, les Caraïbes, pour adresser des clientèles comme les clients américains. Et là, tu m'as dit, vous êtes 300 environ, c'est ça? Ouais, il y a à peu près 300 salariés. Il faut savoir aussi que c'est une boîte qui est très humaine, parce qu'on traite des demandes qui sont encore une fois très, très haut de gamme. Et donc on ne peut pas laisser le client faire son check-in, check-out avec le propriétaire, aussi bien côté propriétaire que client. Et donc en plus de ces 300 personnes, on va avoir généralement pas mal de saisonniers qui vont accompagner les opérations pendant l'hiver ou l'été. Et donc là, vous distribuez sur plusieurs pays. Cette team est uniquement en France ou partout également? Partout également. Alors en France, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, c'est notre on va dire cœur de marché. Mais sur la clientèle, on va avoir beaucoup les anglo-saxons, donc Angleterre et États-Unis. Après, on va avoir tous les pays européens comme l'Espagne, l'Allemagne et voilà un peu tous. Et nous, on s'est rencontrés dans ta précédente expérience. Tu commences à avoir beaucoup d'expérience, je pense, en tant que dirigeant marketing. Aujourd'hui, c'est un modèle moi, je qualifierais de place de marché finalement, Le Collectionniste. Comment est-ce que toi, t'en es arrivé là et quelle principale différence tu vois avec, par exemple, un modèle de lead gen ou de vente classique? C'est assez intéressant parce qu'avant j'étais chez Gymlib, pour ne pas citer le nom, donc en tant que CMO aussi, et en effet c'était un peu une autre place de marché avec des infrastructures sport et bien-être, mais très B2B, enfin uniquement B2B, même si in fine c'était des utilisateurs particuliers qui allaient utiliser le service. Là dans le luxe c'est assez proche du B2B, car en fait un client a beaucoup de valeur et doit avoir une relation commerciale en one-to-one comme une entreprise ou un dirigeant ou un décideur d'entreprise peut l'avoir avec un sales B2B. Donc il y a toujours ce même principe de génération de lead, de traitement du lead, de conversion du lead et derrière de lifetime value avec générer du repeat. Donc au final, c'était assez intéressant parce que je n'avais pas fait de B2C depuis longtemps. Avant Gymlib, j'étais chez Yomoni, donc pareil, qui était en B2C, mais très proche du B2B, puisqu'on parlait d'épargne et sur des sujets assez sensibles, parce qu'on parle d'argent. Et en fait, les uns étaient assez proches des autres, parce qu'il y a toujours un côté lead gen et gérer le client one-to-one. Et il y a très peu de self-service, que ce soit... alors je pense que maintenant Yomoni sont quand même beaucoup améliorés, mais en tout cas sur Le Collectionniste, il y a très peu, voire pas du tout de self-service, comme on peut l'avoir sur d'autres sites. Est-ce que tu penses que tu, dans un certain panier moyen, finalement, tu peux pas en fait demander à ton client de check-out tout seul ou de... En fait, toute l'expérience utilisateur est accompagnée d'humains. À partir de la mise en relation, de l'entrée en relation, pardon, avec les équipes commerciales. Mais une fois que le contrat ou la maison est choisi, le contrat est signé ou la maison est choisie,
les équipes de concierge vont prendre le relais et vont demander ce qu'ils ont des demandes particulières. Une fois que la personne va aller sur place, il y a les équipes stay qui vont gérer le check-in, check-out et s'il y a des petits pépins ou des besoins très particuliers à gérer sur place. Et là, après aussi, il y a le concierge qui reprend la main. Et pareil, et après, il y a de la segmentation pour par exemple des top clients où ils vont avoir un interlocuteur dédié qui va leur servir on va dire de personal assistant pour tout ce qui est lié à leurs besoins de voyage. Parce que chez vous, il y a des personnes, des clients qui finalement, au lieu d'aller chez un hôtelier, une grande chaîne d'hôtels, en fait, travaillent uniquement avec vous. Et finalement, partout où ils se déplacent, va avoir le réflexe, le collectionniste, quoi. Pas forcément, parce que l'hôtel, on peut avoir différentes utilisations qui est une utilisation très business ou très ponctuelle et très urbaine. Comme je disais, on est ni urbain, business un petit peu, mais je doute que les gens se louent une maison à Ibiza pour un voyage d'affaires. Donc nous, on mise beaucoup sur le groupe, sur le groupe, le partage, la qualité de l'expérience, ce qui sont un peu les valeurs de l'entreprise d'ailleurs. Et contrairement à l'hôtel où on va être chacun dans sa chambre, on ne va pas forcément partager une table, on ne va pas passer un repas, des activités dans un même endroit. Là, est vraiment que ce soit entre collègues, parce qu'on se développe aussi sur la partie entreprise, ou entre amis ou en famille, la notion de partage est extrêmement forte chez le collectionniste. Et donc toi, là, tu as deux marchés finalement, enfin, tu as l'offre et la demande. Quel est ton focus ? En fait, l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Alors déjà, pour des questions de business, c'est l'offre attire la demande. Et donc pour nous, c'est d'un point de vue un peu plus opérationnel, c'est typiquement pour plus on a d'offres, plus on a de visibilité. Aujourd'hui, le trafic et l'acquisition passent énormément par le search. Et qui dit plus de propriétés, dit plus de trafic via du SEO ou du SEA. Et en fait, les côtés marketing, les enjeux reposent sur les deux. Après, bien entendu, les leviers qui touchent les uns touchent aussi les autres. Par exemple, en parlant du SIA, je veux louer ma villa, je vais taper vente ou location de villa. Et en final, quand je veux louer une villa, je vais mettre location de villa aussi. Donc en fait, le SIA va toucher les deux. Mais c'est un peu la difficulté justement de cette industrie, c'est que finalement, tu ne sais pas exactement l'intention qui se cache derrière la même requête au final. Et est-ce que tu n'as pas un volume limité sur justement ton offre, sur des leviers par exemple SEA ? Si, on peut avoir des volumes limités. C'est pour ça qu'en fait, sur du pur marketing, il y a aussi la notoriété et beaucoup de demandes entrantes qui arrivent. Donc un mix de notoriété et de SEO. Après, sur du SEA, je pense pas que c'est très dur à mesurer et parce qu'au final, on termine par une demande offline qui est un coup de téléphone ou une mise en relation. Et en fait, il y a une grosse stratégie de la boîte qui n'est pas forcément que de la stratégie organique ou interne, de la croissance organique ou interne, c'est aussi du build-up externe. Et en fait, on a une énorme stratégie, d'où la levée récente, de faire de l'acquisition externe pour disposer de plus de propriétés, plus de clients et aussi plus d'équipes locales pour gérer les besoins très locaux. Ok, ouais, donc vous faites aussi de l'acquisition finalement d'offres via de l'acquisition via une stratégie de build-up et de M&A, quoi. Ouais, on rachète. L'objectif est de racheter à peu près 3-4 boîtes par an, qui sont des entreprises, des agences généralement qui sont des très belles PME locales, par exemple en Grèce, la dernière dont on a fait l'acquisition, où on a communiqué. Je crois que en plus, je le communique tout juste, c'est pas encore sorti dans la presse, mais c'est une boîte qui s'appelle The Greek Villas et qui est une entreprise qui est, comme son nom l'indique, en Grèce et qui va gérer des villas en Grèce, et ce qui nous permet d'acquérir tout un réseau de propriétés sur place, leur clientèle et surtout leur savoir-faire humain, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'humains dans l'activité du collectionniste. Il y a vraiment une logique locale de qualité et du coup vous, mais à partir de quel moment vous vous êtes dit ok, on passe sur cette stratégie de build-up vs tiens, j'y vais tout seul en Grèce, je vais acquérir tu vois, mes clients de mon côté, quoi. Assez rapidement, pour plusieurs raisons, parce que c'est très sain économiquement. En fait, comme beaucoup de startups, beaucoup ont du mal à arriver à l'équilibre parce qu'on a des coûts de développement liés à de la croissance qui font que l'équilibre financier est assez dur à atteindre. Quand on achète des PME qui existent depuis des dizaines d'années, qui sont saines économiquement, ça rend aussi l'entreprise relativement saine économiquement, donc ce qui nous rend aussi rentable. Donc c'est assez rare dans l'écosystème d'avoir une boîte qui avait un EBITDA positif.
Et en fait, quand on fait les calculs et quand on calcule les coûts d'acquisition, que ce soit alors, essentiellement propriété, et ben, au final, ils explosent assez rapidement et on voit qu'un achat a plus de valeur et revient à des coûts d'acquisition qui peuvent être inférieurs à de l'acquisition en organique. Ouais, c'est intéressant de pouvoir comparer des channels qui a priori sont pas les mêmes, à racheter une boîte VS, faire une campagne et avoir de l'offre, mais finalement effectivement tu peux les comparer et tu te rends compte qu'il faut mieux racheter ce portefeuille local, quoi. Ok, intéressant. Et ce qu'on mentionnait, c'est que c'est quand même une société internationale aujourd'hui. Vous intervenez sur la France, mais plein d'autres pays. Comment toi, comment ça joue dans ton travail au quotidien? Parce que forcément, ça veut dire plusieurs langues, ça veut dire des campagnes à l'international. Et tu me disais même, tu ne sais même pas potentiellement tout. Enfin, vous avez potentiellement quelqu'un qui peut lister n'importe où, si je comprends bien. Non, on a un contrôle. On ne peut pas ouvrir typiquement, on n'a pas l'Asie. Parce que, encore une fois, il y a un besoin humain et on ne peut pas ouvrir une destination sans qu'il y ait des équipes locales. Les équipes locales, ça peut être des équipes internes où on se passe par une société de prestation de services pour tester le marché. Et une fois que le marché grossit, on appelle d'abord une new destination. Après, une fois que le marché grossit, on appelle ça un hub, où on va avoir des équipes qui vont gérer. Et après, on va appeler ça un bureau régional ou local. Et là où on a un bureau régional, on va avoir des équipes sur place avec un directeur local, avec des équipes opérationnelles, des sales et ainsi de suite. Et côté marketing, il y a un double enjeu. Il y a un jeu qui est très global avec des équipes qui vont gérer l'ensemble des sujets au niveau groupe. Et après, on va avoir des équipes plus locales qui vont gérer des besoins marketing très liés à la destination. Ce sont souvent du marketing, très local. Donc ça peut être de la personnalisation de séjours, ça peut être des pop-up stores sur place, ça peut être des événements sur place, ça peut être du merchandising, ça peut être de la presse, beaucoup de choses, des partenariats. Et donc dans mes équipes, je vais avoir, alors déjà j'ai 3 équipes, j'ai la partie growth et performance. Donc pareil, c'est des équipes qui vont gérer avec des traffic managers qui vont gérer plusieurs destinations et dont le but est d'envoyer du trafic et des leads à l'ensemble des destinations avec lesquelles ils fonctionnent. Ils sont dédiés par destination. On a des budgets, en fait on a des objectifs qui définissent ensuite les budgets pour les équipes marketing. Qui sont un pourcentage de l'objectif, qui est un pourcentage de notre marge qu'on ne peut pas, on ne veut pas prendre plus que ce pourcentage. Après j'ai les équipes brand qui vont gérer déjà la marque au global, le contenu et la communication. Et en fait on va avoir beaucoup de marques. Donc par exemple on va avoir le collectionnisme, on va avoir d'autres marques comme Bramble-Ski qui va gérer la partie Suisse, Alpes françaises, Alpes globales on va dire. On va avoir Bonder, c'est plus sur de l'Espagne, on va avoir The Greek Villa. Et donc on va avoir plusieurs marques et derrière il y a une stratégie de comment on solidifie, on unifie ces marques-là. Et comme tu l'as dit aussi, on a la partie qualité, donc qui est au marketing, qui n'est pas forcément du marketing, mais l'histoire de ne pas avoir trop de biais, parce que même si la qualité s'applique au marketing, il s'applique aussi et essentiellement sur la partie opération. Donc le but est d'avoir un NPS qui est extrêmement contrôlé et au-dessus des standards de marché, et après d'avoir d'autres indicateurs à chaque phase du Customer Journey qui sont contrôlés et améliorés en permanence. Tu utilises quoi comme CRM pour suivre tout ça? HubSpot, qui est un très bon CRM où je pense que beaucoup de startups l'utilisent et très hands-on. Et aujourd'hui, en fait, c'est un peu le gros enjeu du moment, c'est comment construire un CRM plus poussé pour de la connaissance client et de l'amélioration de récupération de données. Est-ce que vous en servez en sales et CRM aujourd'hui? On s'en sert un peu sur tout le Customer Journey. C'est connaître un peu les habitudes de consommation de nos clients. Donc ça, c'est un premier point. Sur du
purement business, mais aussi sur de la partie qualité, c'est de se dire de lister un peu comme un hôtel de luxe, se dire ce monsieur ou ce groupe aime partir dans les zones où il fait chaud. Ils aiment, alors on a des petites attentions typiquement sur des gros clients, ils aiment plutôt ils aiment les bons vins, ou au contraire ils boivent pas d'alcool, donc ne pas leur donner de vin en cadeau. Ils ont des enfants, donc leur prévoir des petites... Tu as besoin d'aller très loin dans la connaissance client pour aussi le service que tu veux fournir. Ça, on le fait de plus en plus pour nos top clients. Et en fait, on essaie de le généraliser pour, on va dire, les autres segments de notre clientèle. Mais ça, c'est ce qu'on peut appeler des propriétés de contact, version CRM ou... Ouais. Il y a un mix de propriétés de contact et aussi de c'est très dur de très stocker parce qu'encore une fois, il y a un lien qui est très humain et les gens échangent avec nos équipes. Et en fait, il faut que les équipes prennent l'habitude de tout stocker dans un CRM. Donc, dans une activité qui grossit en pleine croissance et pendant la saison, on a beaucoup de volume, c'est très dur de demander aux équipes de tout stocker. Donc, le savoir-faire, il est souvent au sein des gens aussi, et des équipes. Et après, les enjeux, comme je disais, de vraiment stocker cette donnée pour pouvoir la réexploiter et qu'elle serve d'autres équipes. Et typiquement, avec ces stratégies de build-up où on intègre des boîtes, que l'information circule entre nos différentes sociétés et que quelqu'un qui part au ski avec notre marque Bramble ou qui part demain en Grèce avec The Greek Village, ils aient à peu près la même qualité de service et en fait on connaît le client qui soit dans une destination ou une autre. Je voulais juste revenir justement sur ça, sur la stratégie multimarque. Est-ce que ça a été plus parce que ça s'est construit comme ça par acquisition, ou est-ce que vraiment vous vous êtes dit en fait on a des clientèles différentes sur ces lieux différents et sur ces offres différentes, et du coup c'est plus intéressant au niveau business, stratégiquement, de garder des marques fortes à chaque endroit et derrière potentiellement de cross-sell sur d'autres marques? C'est une très bonne question, c'est une question qu'on se pose continuellement dans la boîte. Je pense que la première idée, c'est de faire du collectionniste la marque vraiment forte, parce qu'aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, mais pourrait l'être encore plus. Après, on adresse une clientèle qui est très particulière, parce que c'est des clientèles assez aisées, on va dire. Donc tout le monde ne peut pas malheureusement se payer ou se louer une maison avec le collectionniste. Donc en fait la marque, elle est aujourd'hui très niche et pas ultra forte comme on peut avoir certaines marques B2C. Donc le but étant de le faire et de se dire en fait je pars, le Graal en fait c'est de partir avec le collectionniste et de se dire, ça peut être un marqueur social de dire je pars avec le collectionniste et en fait tes amis te disent ah t'as de la chance, trop bien, invite-moi. Donc ça ce serait parfait. Après il y a les marques qui sont très locales, donc pareil c'est une clientèle qui est encore plus particulière, parfois même plus haut de gamme que la nôtre, que notre clientèle historique. Et donc, il y a un double enjeu qui est de renforcer notre marque avec les marques dont on fait l'acquisition. Donc, typiquement, souligner le nom des marques avec la nôtre. Certaines qui sont juste des petites marques, ou parfois ce sont juste des asset deals où en fait les marques ne nous intéressent pas. On ne va pas forcément acheter les marques d'ailleurs, on va acheter plus les assets. Et donc là, on ne gardera pas la marque, on va renommer tout le collectionniste. Et donc, quand il y a des marques qui sont assez fortes, aujourd'hui, l'idée ce sont de les souligner et qui restent aussi en... Alors parfois, on ne fusionnera pas dans le groupe et resteront un peu en stand-alone. Mais en tout cas, de les souligner, de dire toujours que c'est, comme le peuvent l'avoir certaines marques de groupes hôteliers, de souligner leur marque par leur nom, d'avoir un programme de fidélité commun. Donc se dire, ah tiens, je suis chez, je sais pas, Ibis, puis en fait, on a le programme de fidélité Accor. Et après, il y a certaines. Le but étant vraiment de renforcer cette marque globale et de garder certaines marques qui peuvent aussi servir à créer notre propre concurrence. Typiquement, je cherche un chalet je sais pas, à Zermatt. Je peux avoir les biens listés sur le collectionniste, mais je peux les avoir aussi sur Bramble. Et au final, encore une fois, tout passe par le search, en tout cas en new business. Et quand je vais faire mon search, je vais avoir 2 Google Ads de Bramble et de le collectionniste. Et en référencement naturel, je vais avoir le collectionniste et Bramble. Et au final, en fait, sur la première page, on va avoir un bon taux d'occupation, on va dire, de présence. Et derrière, la demande, elle passera par nous. Même si au final, le client peut nous mettre en concurrence, il verra quand même
le but n'est pas de lui cacher qu'il passe par une entreprise ou par une autre et que finalement c'est la même. Mais pour nous, ça fait pas mal de trafic. Et puis on essaie aussi de travailler des marques qui ont été construites sur plusieurs années et de garder un peu cet héritage. Et donc par rapport à vos leviers, aujourd'hui tu parlais du search. Est-ce que c'est dur de s'en sortir du search souvent quand ça fonctionne bien. Est-ce que tu as réussi à faire fonctionner d'autres canaux ou pour l'instant c'est vraiment prépondérant dans votre mix C'est vraiment le search qui fonctionne. Les deux gros canaux, c'est en effet, quand je dis search, donc SEO et SEA. Et après, on a quand même essayé d'autres choses et on continue d'essayer d'autres choses. Ce qui fonctionne aussi, c'est tout ce qui est native advertising sur des médias très spécialisés et très haut de gamme, du type Condé Nast. Ça peut fonctionner. Mais on n'arrive pas encore à industrialiser et surtout à faire monter en charge comme le search où on a peu de limites financières. Après, on a essayé on va dire, des médias un peu plus notoriété. Et alors, étant dans le luxe, les marques de luxe arrivent généralement à amortir les coûts de leur campagne de notoriété. Par exemple, quand je m'appelle Chanel, je peux faire des campagnes qui coûtent des millions, qui touchent des millions de personnes, parce que je vends des produits qui peuvent valoir 5 10 000 euros ou plus, mais aussi je vais vendre des produits entrée de gamme comme des rouges à lèvres, du maquillage, ou des choses comme ça, ce qui permet d'amortir les campagnes. De notre côté, je pense qu'une villa en dessous de 10 000 euros, c'est assez rare chez nous. Donc ça demande déjà un certain... sur des gros paniers moyens. Ouais, c'est 10 000 euros la semaine. Donc il faut déjà avoir un certain budget et donc en fait on ne peut pas amortir avec des propriétés qui sont un peu plus entrée de gamme. Donc on a essayé quand même de faire de la notoriété. Alors oui, ça a servi la notoriété. Comment on le mesure? On n'a pas fait des campagnes à des millions d'euros, mais en tout cas sur de l'acquisition c'est plus complexe et l'apport il est moins direct. Et après sur de l'acquisition, c'est vraiment ces leviers-là qui fonctionnent. Alors après il y a toute la partie réseaux sociaux, mais même sur la partie réseaux sociaux, que ce soit paid ou organique, en fait on voit que ça sert à la notoriété, que les gens peuvent revenir derrière, mais que sur de la conversion directe, ce ne sont pas les premiers, canaux qui convertissent. Et je voulais revenir sur un point sur la liquidité un peu de votre offre. Est-ce que tu as observé des tendances là-dessus? Parce que j'imagine maintenant tu commences à avoir aussi un process en place lorsque vous allez dans d'autres destinations. Tu parlais de comment vous fonctionnez en hub, puis en hub régional, je sais pas comment tu mentionnais, mais j'imagine qu'en termes à la fois d'équipe, de reprise de marque et de marketing, que tu commences à avoir l'habitude de peut-être de lancer aussi des nouvelles zones. Est-ce que tu as des insights sur il faut, je sais pas, X villa à un endroit où finalement, vu que tu es quand même sur une offre très précise et particulière, il te suffit d'un super beau bien pour... non, parce que finalement, tu as peut-être plus de demandes que d'offres dans ce cas-là, mais est-ce que tu as des insights là-dessus sur, tiens, il me faut X propriétés dans une localisation par exemple? En fait, on a des équipes dédiées pour la partie New Business, donc, qui intègrent aussi les nouvelles destinations. Et en effet, il faut un espèce de petit cluster de biens pour générer de la demande. Un cluster de biens, ça peut être une dizaine, une vingtaine, ce qui suffit. Et comme je disais, il faut des équipes locales où ça arrive aussi, typiquement en Afrique du Sud, que les biens soient accompagnés de services, c'est-à-dire le personnel sur place. Et en fait, les maisons, les propriétés sont autoporteuses. Donc là, on va pouvoir lancer déjà des campagnes. Et en fait, une fois que l'équipe New Business a identifié le marché, la clientèle, quand je dis le marché et la clientèle, c'est que nous, on ne peut pas vendre des biens en dessous d'une certaine somme parce qu'on va avoir des charges qui vont devoir être amorties via notre marge sur une location. Et typiquement, on va avoir un CAC qui est assez élevé, qui comprend les ads. Après, si on rajoute les frais du marketing, l'ensemble des ressources humaines, et après plus c'est opérationnel, au final, on a un CAC et des coûts de gestion qui sont assez élevés. Donc on ne peut pas louer une maison à, mettons, à 5 000 € ou à marger moins d'une certaine somme, parce que sinon on ne serait pas rentable sur ces petits biens. Donc il y a une équipe qui va analyser le marché, de dire en fait,
combien coûtent les biens sur place, qui part sur place. Est-ce que c'est déjà notre clientèle? Est-ce qu'on peut envoyer notre clientèle sur place? Est-ce que c'est des marchés qu'on connaît et qu'on sait adresser? Et une fois que tous ces critères sont réunis, trouver des biens. Est-ce qu'on peut les gérer? Est-ce qu'il y a des sociétés sur place qui peuvent les gérer ou est-ce qu'ils sont autoporteurs, comme je le disais? Et une fois qu'on a réuni un peu tous ces ingrédients, c'est là où le marketing va, en tout cas sur la partie performance, va rentrer en jeu et va lancer toutes ces stratégies, que ce soit sur notre base actuelle ou sur de l'acquisition avec des campagnes de Est-ce que toi, ton équipe intervient dans je sais pas, l'analyse des volumes de recherche, par exemple, sur certaines localisations justement que vous souhaitez lancer? Exactement. Dans la partie analyse, il y a en tout cas les équipes performance travaillent beaucoup en lien avec les équipes New Business pour leur dire typiquement il y a tel nombre de requêtes sur cette type de destination, donc on peut en espérer en convertir tant, que ce soit en SEO ou en SIA d'ailleurs, et ils basent leurs analyses en partie sur ces... Donc en fait, ce que tu dis, c'est que finalement, l'offre que vous avez est aussi contrainte par votre modèle qui vous impose un certain niveau de biens et un niveau de prix pour y rentrer en fait. Et du coup, est-ce que vous avez adressé tous les lieux possibles? Parce que je ne connais pas toutes les destinations, on va dire, de luxe, mais non, très loin de là. Et typiquement, un petit lieu, ce sont les États-Unis. Et aujourd'hui, on répond à la demande parce que cette clientèle part en Europe. Cette année, on a commencé à diversifier et à s'étendre dans les destinations très prisées par les États-Unis, à savoir Caraïbes, Mexique. Et après, on peut même faire... On n'a pas tout ce qui est les resorts de ski aux États-Unis. On a plein de... Aspen, voilà, on a plein de... Même au sein des États-Unis, à Miami ou les choses comme ça, il y a plein de... Los Angeles, il y a énormément de villas et de biens de luxe. Qui est un marché énorme en soi et qui aurait besoin, qui passera, je pense, par une acquisition très locale, ce qui interviendra potentiellement pendant les prochaines années. Mais États-Unis, c'est un exemple, mais il y a tout ce qui est Afrique du Sud où on n'est pas encore dessus. Et je te disais, Asie, le problème de l'Asie, c'est que le marché est grand, mais il peut y avoir un petit problème de marge. Après, les opérations locales ne seront aussi pas les mêmes que sur des pays comme la France et les États-Unis. Mais oui, le but est d'être... Aujourd'hui, en fait, on est... Après, en termes de CAC, tu peux aussi être peut-être plus bas, quoi. Oui. Alors après, encore une fois, c'est des marchés où on n'y est pas encore. On n'est pas encore sur ces marchés. Mais ça viendra et le but, c'est de coupler, comme je disais, ce build-up externe et de l'interne et de venir... je pense qu'en chiffres, il y a des grosses sociétés comme le collectionniste un peu à travers le monde. On va dire qu'il y en a 3 à travers le monde qui doivent être un tout petit peu, qui doivent être plus petites que nous. Donc, ce qui nous fait de nous un peu le leader mondial en termes de volume d'affaires. Et en fait, le but étant soit de fusionner, soit d'acquérir, soit de grossir organiquement pour être le leader mondial et toucher un peu toutes les destinations prisées par la clientèle de luxe. Et si je me place côté propriétaire, est-ce que vous avez des propriétaires qui sont c'est leur activité principale eux-mêmes de sourcer ces biens, de faire en sorte qu'ils aient une offre particulière pour votre clientèle, ou est-ce que ce marché s'est professionnalisé comme ça a peut-être été le cas sur Airbnb, ou est-ce que c'est monsieur et madame, peut-être pas tout le monde, mais qui ont une villa de vacances et qui finalement veulent en tirer une rentabilité complémentaire? En vrai, il y a un peu de tout. On va partir même de la base, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui nous contactent. Alors on commence à avoir notre petite notoriété au final. Et des gens nous contactent avant de faire un investissement immobilier pour nous demander quelle sera la rentabilité. Tu as toutes les statistiques, toi. Et en fait, on a toutes les données. Donc typiquement, il y a des destinations assez en vogue qui commencent à émerger, du type Compte Porta. Portugal? Oui, exactement. Et en fait, des gens commencent à acheter. Nous, on a des volumes sur place, on sait combien on loue et combien on peut louer. Et donc, en fait, ça peut aller assez loin jusqu'à faire une prestation de conseil avec un dossier en disant voilà la rentabilité. On met un coup de tampon le collectionniste et puis derrière, tu peux aller voir ton banquier en disant voilà mon projet, vous pouvez me financer, et puis voilà le chiffre d'affaires, les revenus que je pourrais générer via cette maison.
Donc ça peut partir d'un truc très embryonnaire à je suis un propriétaire et je connais déjà un peu le marché du luxe et de l'immobilier de luxe et j'ai X propriétés et j'y vais pas forcément et mes propriétés sont optimisées pour la location et je les mets chez le collectionniste. Et ça peut être aussi des gens qui couplent les deux. Donc j'ai envie de me faire plaisir et en fait je sais que je n'y serai pas toute l'année dans ma villa, donc je vais faire de la rentabilité, mais aussi quand elle ne sera pas louée, j'irai moi-même avec mes amis ou ma famille ou seul. Et le dernier, c'est j'ai une maison familiale parce que je l'ai achetée ou j'en ai hérité. Généralement, ces grosses propriétés ont beaucoup de charges mensuelles, voire annuelles. Et j'essaye d'adoucir un petit peu ces coûts. Et je passe par le collectionniste pour amortir un peu les Est-ce que tu as quelques stats là-dessus sur taux d'occupation, renta vs, je sais pas, comment dire, une propriété, j'allais dire une résidence principale, pardon. Ouais, est-ce que en fait d'investir dans le luxe est un pari gagnant? Parfois on entend que voilà, le luxe ça se vend toujours. Est-ce que c'est vrai? Je vais me transformer en conseiller en gestion de patrimoine. Donc, je sais pas, c'est assez dur de dire des chiffres très précis parce que ça dépend vraiment des destinations. Je pense qu'en fait, celui que j'ai en tête, c'est la renta. Et je pense que c'est un peu moins que sur certains biens très plus petits. Mais en fait, on a une logique de volume. Donc, je pense que la rentabilité peut être entre 4 et 6%, on va dire, sur l'ensemble des biens. Alors, bien sûr, on peut avoir plus haut en fonction de l'achat et de la localisation et autres. Donc, c'est une moyenne. Mais 4 ou 6% sur des biens qui coûtent en moyenne 10 millions d'euros. C'est pas mal. Ouais, c'est clair. Et en fait, l'avantage, c'est que avant d'avoir un portefeuille de 10 millions d'euros répartis sur plusieurs biens, si on achète des chambres de bonne à Paris, la gestion derrière, elle va être autre que sur une seule propriété, où là aussi on fait cette gestion de propriété pour le collectionniste. Une personne peut nous confier sa maison de A à Z, on va faire du property management, ça fait partie de nos new business. Et donc en fait, la personne, à part son investissement immobilier, on peut l'aider aussi sur la partie décoration, sur la partie construction. Et en fait, elle peut nous donner le projet clé en main et derrière avoir sa maison et savoir sa rentabilité et d'avoir, on va dire, l'esprit léger. Mais oui, en fait, le marché du luxe, c'est celui qui fonctionne généralement le mieux dans toutes les situations, en termes de croissance économique, mais aussi en crise. Donc là, on va dire avec la période actuelle qui s'annonce un peu tumultueuse, nous, on préfère être conservateur et se dire ça peut être tumultueux pour nous aussi, mais typiquement après Covid, c'est là où le marché a vraiment explosé pour nous. Et qu'est-ce que tu vois en 2023 en termes de grosses tendances justement côté marketing? Est-ce que tu vois là une demande en hausse? Est-ce que tu vois, je sais pas, des leviers qui se dégagent ou comment est-ce que tu approches un peu cette nouvelle année? Je pense que nous, ce que je vois en tout cas sur les grands, on va dire, apôtres du marketing, c'est que en période de crise, il faut mieux focaliser ses ressources sur de la performance VS, de la notoriété. Après, je pense que tout ce qui est de l'investissement, typiquement dans la marque et qui est durable, c'est pas de l'argent mal dépensé. Au contraire, c'est de l'argent sur lequel on commence à capitaliser. Et désolé pour les agences, mais c'est un peu le moment de presser un peu les agences en leur disant vous allez avoir moins de clients, donc si j'ai un budget, c'est le moment de construire quelque chose qui va être durable et de demander un peu certains coûts préférentiels aux agences. Donc je pense que c'est le bon moment de le faire. Sur la partie acquisition, voilà, c'est un peu ce qui revient, c'est de se dire faut être rentable, faut avoir des ROI ou des ROAS très précis, et je pense que sur la partie performance, c'est les médias à la performance qui vont s'en sortir aussi, et c'est là où aussi on va beaucoup miser. Là où les budgets restent très stables chez nous, ça va être tout ce qui est médias à la performance, parce qu'on sait qu'on a des ROAS précis, que nos budgets dépendent des objectifs, que c'est un certain pourcentage. Tant que ce pourcentage est respecté, on peut toujours y aller. Et ta vision juste SEO vs SEA, aujourd'hui, quel est ton pourcentage d'acquise via le SEO? Est-ce qu'il monte? Et tu es dans le cadre d'une société qui existe depuis un certain temps, mais est-ce que vous avez immédiatement, ou en tout cas toi, ta vision de ça, est-ce que tu as immédiatement fait des investissements en ce sens, même si tu sais que ça paye à, je sais pas, 18-24 mois ou plus?
C'est très dur parce qu'en fait, on est une société qui se développe très rapidement, donc en fait, on veut absolument faire les deux pour des raisons budgétaires. On sait que du SEO, au final, tu as quand même quelque chose, un investissement qui est pérenne. Et donc ça, il faut le construire et ça prend du temps. Donc on y a mis toujours des moyens. On a notamment recruté assez récemment et on veut continuer de mettre de plus en plus de moyens sur quelque chose qui est pérenne, qui ne représente pas le plus gros pourcentage de notre trafic et de notre acquisition aujourd'hui et qui reste sur du SEA. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à activer et c'est immédiat et on connaît le retour sur investissement immédiat et notamment dans le lancement de nouvelles destinations, on peut envoyer un trafic dès le jour du lancement, contrairement à du SEO. On va demander, la sauce doit prendre un petit peu. Et donc en fait on fait les deux, on commence à mettre vraiment beaucoup de moyens sur le SEO, même si on en a mis sur les précédentes années. SEA, pareil, c'est quelque chose qui n'est pas forcément stabilisé, parce qui augmente d'année en année, parce que notre réseau et la demande et l'offre augmentent. Mais oui, en tout cas, c'est deux leviers sur lesquels on met beaucoup de moyens, que ce soit humains ou financiers, et qui vont continuer dans les prochaines années. Ok, bah écoute, c'était un plaisir, Raphaël. Moi, je recommande à tout le monde, qui peut se le permettre en tout cas, d'aller chez vous. Moi, je trouve que c'est une super marque. Ça fait un bout de temps que je vous connais. Et voilà, vous faites des très belles choses. En tout cas, ça fait rêver. Et je te remercie d'avoir partagé avec nous ce moment. Et puis, je te dis à bientôt. Merci à toi. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à suivre, à partager, à nous faire vos retours. Et on se retrouve sur le prochain épisode.